Bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder un très gros sujet. Je vais aller à l'essentiel. Cette vidéo n'a pas vocation à être exhaustive, elle n'a pas vocation à entrer dans les détails, mais juste à vous donner des clés de compréhension pour avoir une vision peut-être différente de ce qui est proposé généralement. Et cette vision, elle a vocation à vous permettre de ne pas seulement souffrir de la maladie, mais de la transformer en source de connaissance de vous-même. Alors pour aborder ce sujet, je vais être obligé de faire de nombreuses mises en garde. D'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, c'est pas le métier que j'exerce. Je connais bien le vivant, j'ai beaucoup étudié le vivant, que ça soit la biologie végétale, animale, humaine, la physiologie, l'anatomie, l'histologie. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées et investiguées. Mais je ne suis ni thérapeute, ni médecin. Autre mise en garde, je ne prétends pas qu'à l'issue de cette vidéo, vous puissiez vous guérir seul. Surtout pas. Encore une fois, cette vidéo est juste là pour vous donner une compréhension, une optique différente et vous inviter à investiguer. Mais ça ne dispense pas de se soigner quand on est malade auprès de thérapeutes ou de médecins compétents. Le sujet étant très polémique, je vais essayer d'éviter la polémique. Cette vidéo est là pour vous apporter un début de connaissance, c'est-à-dire un éclairage sur pourquoi vous vivez la maladie et comment avancer. Dans le langage des oiseaux, la maladie s'entend comme le mal a dit. Vous n'êtes peut-être pas familier avec le langage des oiseaux, c'est pas un sujet que je vais aborder ici, mais voilà, selon cette compréhension des choses, la maladie s'entend comme le mal a dit. Alors d'abord, je vais exclure une vision qui n'est pas appropriée. Le vivant, c'est pas une mécanique. On le résume souvent à une mécanique, ça facilite la compréhension, mais le vivant, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que la maladie, un corps malade, n'est pas un corps défectueux qu'il faut réparer. Ça fonctionne pas comme ça. Cette vision-là, elle est extrêmement simpliste. C'est une insulte à la beauté, à la complexité et à l'harmonie du vivant. Et ce que je vous dis là, c'est valable même dans les cas extrêmes. Même dans ce qu'on appelle les accidents. Il n'y a rien de mécanique dans la santé et dans le vivant. Et je peux même ajouter qu'une maladie n'arrive jamais par hasard. Même un accident, ça n'arrive jamais par hasard. Et aujourd'hui, je vais me contenter de parler de la maladie. La maladie, c'est une expression physiologique visant à compenser symboliquement un traumatisme. Que ce traumatisme soit physique, émotionnel, psychique, voire familial ou karmique. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté, que je vis au quotidien et que j'ai vérifié dans 100% des cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience et des quelques connaissances que j'ai acquises sur le sujet au travers de l'abondante littérature qui est disponible sur le sujet, des nombreux praticiens, thérapeutes, médecins qui ont écrit sur le sujet. Donc si la maladie est une expression physiologique visant à compenser symboliquement un traumatisme, la maladie n'est pas déclenchée par un facteur extérieur. On peut mettre de côté l'exposition à des toxiques. Par exemple, si vous êtes exposé à du matériel radioactif en trop grande quantité, ça va déclencher de la maladie. Si vous êtes exposé à des toxiques que vous ingérez, que vous respirez en trop grande quantité, ça va déclencher de la maladie. Mais la maladie, elle est là uniquement pour compenser la présence de ces toxiques et les dérèglements qu'ils entraînent. Donc la maladie en soi n'est pas déclenchée par l'extérieur. La maladie, c'est nous qui la déclenchons pour compenser, pour rééquilibrer. Évidemment, si la quantité toxique est trop importante, il n'y a plus de rééquilibrage possible. Donc si c'est nous qui déclenchons la maladie, qu'en est-il des virus et des bactéries ? Les virus, c'est la vie. Les virus ont contribué à la conception, à la construction de nos cellules. Il y a à l'intérieur de nos cellules des organites qui sont directement issus du monde viral.
Ce sont des organismes eucaryotes qui ont intégré des virus et qui les ont fait leurs avant que l'être humain n'existe. Vous savez aussi qu'une grande partie de notre ADN est issue de l'ADN viral. Et quand on prend un grand inspire comme ça, très agréable, et je viens d'ingérer 2 millions, à peu près, de particules virales et de virus. Donc si les virus étaient nos ennemis, on serait dans une lutte permanente et ils sont tellement nombreux qu'on serait perdant. Les virus, c'est la vie. Même chose pour les bactéries. Il y a, dans nos systèmes digestifs et sur notre peau, beaucoup plus de bactéries qu'il n'y a de cellules dans nos corps. Là aussi, si les bactéries étaient un ennemi, la lutte serait perdue. En revanche, si on retire toutes les bactéries du corps, on ne peut plus digérer, par exemple. On ne peut plus assimiler la nourriture pour la transformer en éléments et en énergie. Bactéries et virus sont nos amis, ce ne sont pas nos ennemis. Et ils ne sont pas là pour déclencher des maladies. En revanche, le corps peut s'en servir pour se rééquilibrer au travers de la maladie. La maladie, c'est avant tout une perte de contact. Cette compréhension de la maladie est assez symbolique, mais elle est tout à fait juste. Le contact, c'est la vie. Par exemple, le contact entre les tissus, les contacts sociaux, familiaux, les contacts symboliques. Tout ça, c'est la vie. À l'inverse, la séparation, c'est la mort. Et la maladie, elle est là pour compenser symboliquement les séparations. C'est-à-dire pour se prémunir, pour se préserver de la mort. Si la séparation, c'est la mort, toute séparation déclenche de la maladie afin que le corps se préserve de la mort. Enfin, la maladie, elle indique qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est un indicateur. Elle est là pour nous dire que dans le chemin de la connaissance à nous-mêmes, on est en train de s'égarer. Alors, selon cette vision-là, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, il y a un événement conditionnant. À un moment, on subit un traumatisme psychique, émotionnel, corporel. Traumatisme souvent associé à une vexation, une humiliation. Et on rumine ce traumatisme, on ne l'exprime pas. Il s'engramme quelque part, et à ce stade-là, ça ne fait pas de maladie. C'est juste la programmation. Et puis, s'il n'y a rien d'autre, tout va bien, on ne fera pas de maladie. En revanche, quand vient un événement déclencheur, c'est-à-dire un événement similaire à l'événement engrammant, un événement qui résonne avec cet événement programmateur, eh bien c'est là qu'il va y avoir déclenchement de la maladie. C'est-à-dire c'est là qu'il va y avoir déclenchement de la compensation. Par exemple, j'ai vécu des brûlures et des démangeaisons sur la face interne des cuisses. Qu'est-ce que ça me dit? Brûlure, c'est là pour compenser un froid. Démangeaison, je fais appel à l'expression populaire, ça me démange. Et si ça me démange, c'est quelque chose que je veux faire mais que je n'ai pas fait. Membre inférieur, ça me parle de relation. Symboliquement, les membres inférieurs symbolisent la relation ou la mise en mouvement. Donc cette maladie que j'ai eue, elle était là en compensation symbolique d'un projet de me remettre en couple avec une femme dont j'étais séparé, et ce projet n'a pas abouti. Non seulement il n'a pas abouti, mais quand j'ai repris contact avec cette ex, je n'ai pas eu le courage de lui dire que je tenais toujours à elle, lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait déménagé à l'étranger et qu'elle s'était installée avec quelqu'un. Le projet n'a pas abouti. J'ai donc compensé un froid dans la relation, ça me démangeait de lui dire, mais je ne l'ai pas dit, par une expression symbolique qui était des brûlures et des démangeaisons sur la face interne des cuisses. Quant au conditionnement, il avait été fait lors d'une précédente rupture amoureuse où je tenais énormément à mon ex et je n'avais pas eu le courage de revenir vers elle. Voilà, dans mon exemple, je vous ai parlé beaucoup de symboles, parce que l'inconscient comprend la vie au travers de symboles. Je l'ai déjà dit par exemple dans la vidéo sur les rêves, et c'est valable aussi dans le cas de la maladie. Ces symboles, ces images sont de deux natures.
Il y en a qui sont issus de notre compréhension archétypale de la vie, et il y a ceux qui sont issus de notre conditionnement, de notre éducation, de notre culture. Dans la compréhension archétypale, par exemple, j'ai dit les membres inférieurs signifient la relation. Ils symbolisent la mise en mouvement. Les membres supérieurs, c'est plutôt l'action. La peau, c'est la frontière entre moi et l'extérieur. Les yeux, c'est le regard que je porte sur le monde, les choses que je suis capable de voir ou que je refuse de voir. Voilà, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Et pour les symboles culturels, on peut se référer aux expressions populaires. Elles fonctionnent bien. Elles ne sont pas anodines et elles sont un bon point de départ pour comprendre les symboliques. Par exemple, j'en ai plein le dos. Ça va nous parler de mal de dos, de lombalgie. Ça m'est resté en travers de la gorge. Laryngite. J'ai du mal à digérer ces propos. Problème gastrique. Il existe des dictionnaires des symboles. Très bien faits, très complets. Malheureusement, c'est des ouvrages, c'est des vrais pavés qui coûtent plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Mais rien de tel pour comprendre les symboliques que de faire appel à un praticien qui utilise le décodage biologique, qui lui, grâce à son expérience, à sa connaissance, verra au travers des symptômes et du récit que vous fournissez, quelle peut être l'origine de la maladie. Qu'est-ce que la maladie vient compenser symboliquement. En revanche, je vous déconseille d'aller sur Internet et de regarder les symboles qui y sont proposés. Ils sont souvent approximatifs, voire complètement à côté de la plaque, et sont pas du tout une indication suffisante pour comprendre l'origine de la maladie. La compensation, c'est une opposition. La maladie vient symboliquement s'opposer à ce qui l'a déclenché. Et la symbolique, elle est double. D'abord, il y a une symbolique temporelle. C'est-à-dire qu'il y a 4 possibilités temporelles d'apparition des symptômes. Soit les symptômes apparaissent immédiatement au moment de l'événement déclencheur. Donc, je le rappelle, ils n'apparaissent pas au moment de l'événement programmant, celui-ci ne déclenchant pas de maladie, mais ils interviennent au moment de l'événement déclencheur. Autre possibilité, ils peuvent intervenir en opposition à l'événement déclencheur, c'est-à-dire 6 mois après. Une opposition par rapport au cycle annuel. Ensuite, une autre possibilité, c'est que les symptômes apparaissent lorsque la page est tournée, c'est-à-dire lorsque le problème n'est plus d'actualité. On est dans une forme de décompensation. Et enfin, les symptômes peuvent apparaître lorsque le problème redevient d'actualité. Voilà les 4 possibilités temporelles, symboliques, d'apparition des symptômes. Quant à la symbolique de la compensation, si c'est une opposition, il faut chercher le contraire. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de brûlures qui viennent compenser symboliquement un froid. Donc la symbolique est en opposition à la problématique. De même, je vous ai parlé des membres inférieurs qui compensent la perte de relation, symboliquement. Ah oui, si je peux plus avancer avec les membres inférieurs, je ne peux plus aller vers la relation. Symboliquement, je me dédouane du fait d'avoir perdu la relation, parce que physiquement, je ne peux plus aller vers la relation. Quand on a décodé la symbolique des symptômes, ça permet de traiter la maladie. Quel est le processus? Le principe est alors d'identifier l'événement programmant et l'événement déclencheur, et de les exprimer. Ouais, ça va pas chercher plus loin que ça. Ça marche. C'est incroyable. Ça fait des guérisons miraculeuses. Le simple fait d'identifier et d'exprimer les événements qui ont programmé et déclenché la maladie. Ça paraît de la science-fiction, et pourtant ce sont des centaines de milliers, des millions de patients qui peuvent témoigner, dont moi-même, du fait que ça marche. Et dans cette identification et dans ce travail de soin, la méditation, c'est aussi un bon outil. Je vais vous citer l'exemple de Pakyab Rinpoche, qui est un lama tibétain à qui les médecins américains ne proposaient que l'amputation de la jambe suite à la gangrène de la cheville très avancée qu'il avait. Pakyab a refusé cette amputation, il allait s'enfermer, il a médité pendant des mois.
pour reconstituer les os, les tendons, les cartilages, les chairs, les tissus. Et à l'issue de cette méditation, il était guéri, il est retourné voir les médecins qui ne comprenaient absolument rien à ce qui s'était passé. Alors évidemment, Pacab Rinpoche avait une longue expérience de la méditation et il avait été formé à utiliser des méditations spécifiques à la guérison, à utiliser des mantras de guérison. Mais il démontre à travers son exemple la capacité du soi, de l'âme, de notre sagesse intérieure à agir sur la matière. Et encore une fois, ça demande une grande expérience et beaucoup de connaissances. On a aussi des exemples de personnes qui ont moins d'expérience et moins de connaissances et qui sont arrivées à des résultats similaires. Par exemple, Joe Dispenza, qui lui avait un problème de colonne vertébrale, de rachis vertébral, et qui, par la méditation, a reconstitué des vertèbres et son rachis. Les médecins lui prédisaient le fauteuil roulant à vie. Joe Dispenza marche aujourd'hui très bien, il fait des joggings, et il enseigne les techniques qu'il a utilisées pour se guérir. Dans mon cas, il y a quelques années, j'ai eu une fracture de l'épaule droite et une luxation. Alors, fracture de l'épaule droite, qu'est-ce que ça me disait ? Ça me disait, par exemple, selon l'expression populaire, je n'ai pas les épaules. Ça me parlait aussi d'orientation de l'action à venir. L'épaule, ça permet l'orientation du bras. Et comme je vous le disais, les membres supérieurs sont synonymes symboliquement de passage à l'action. C'est eux qui permettent l'action. Donc l'épaule, orientation de l'action. Et puis ça parlait aussi de distance avec la famille. L'omoplate est assez symbolique de la famille. Donc en me fracturant l'épaule, symboliquement, je mets de la distance entre la tête de l'humérus et l'omoplate. Donc entre moi et la famille. Entre le fait que la famille ne conditionnait pas mes choix de vie et mes choix de vie. En comprenant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai médité. J'ai médité pendant presque une nuit entière pour soigner l'épaule, parce qu'avait été diagnostiquée une fracture, la luxation, et qu'on prévoyait une opération, et que j'avais vraiment la trouille de l'opération. Je voulais pas qu'on vienne bricoler mon épaule par de la chirurgie. Résultat, le lendemain, la fracture était suffisamment réduite pour qu'il n'y ait pas besoin de l'opérer. Les toubibs, chirurgiens, internes, comprenaient rien au phénomène. Sur les clichés de la veille, il y avait une fracture évidente et il fallait opérer. Et le lendemain, sur les clichés, quasiment plus de fracture. Leur interprétation personnelle a été de dire que les clichés de la veille avaient été mal faits. Lorsque j'ai montré ces clichés par la suite à d'autres professionnels, ayant des compétences et une ouverture d'esprit différentes, ils ont évidemment acquiescé le fait qu'il y avait une vraie fracture et que celle-ci a été réduite entre les deux clichés. Voilà, mais je le redis, l'expérience de Joe Dispenza, de Pacab Rinpoche ont été possibles parce qu'ils avaient une grande connaissance et de l'expérience. Évidemment, si vous avez une maladie grave, consultez un thérapeute compétent, que ce soit un médecin allopathique ou un thérapeute alternatif. En tout cas, consultez des gens qui ont de l'expérience et de la compétence. Ne vous lancez pas dans des guérisons par vous-même. Vous pouvez évidemment investiguer en parallèle du traitement. Ça n'en sera que d'autant plus bénéfique. Et vous pouvez aussi consulter un thérapeute qui a la compétence de faire du décodage biologique. Il y en a beaucoup. Ce sont des compétences transverses. Vous en trouverez non seulement chez des médecins allopathiques, chez des neurologues, vous trouverez ça en mémoire cellulaire, vous trouverez ça dans la médecine traditionnelle chinoise, en kinésiologie. Bref, il y a de nombreuses disciplines qui utilisent le décodage biologique et qui peuvent vous aider à trouver l'origine des maladies que vous êtes en train de vivre. Mais je le répète, ces maladies, lorsqu'elles sont à un stade avancé, souvent nécessitent des traitements allopathiques et conventionnels. Mais elles peuvent aussi amener des guérisons et des rémissions incroyablement rapidement par le simple fait d'identifier l'origine des maladies, les événements qui les ont engrammés, programmés, et de les confesser. Et ça va nous parler de prévention de la maladie. Antoine Béchamp disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ».
Antoine Béchamp, c'était un contemporain de Louis Pasteur. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Redisant que la maladie, ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est bien une problématique liée au terrain, c'est-à-dire à notre condition psychologique, émotionnelle et physique. Donc la prévention, au-delà des grands conseils que vous connaissez déjà tous, ça passe par avoir une conscience, être en conscience de ce que l'on vit. Observer nos émotions, ne pas négliger ces indicateurs précieux de ce que l'on est en train de vivre, et ainsi observer, comprendre quels sont les besoins en nous qui ne sont pas nourris, et aller les nourrir. Ce que je viens de vous exposer, c'est aussi une invitation à exprimer ce que l'on vit, ce que l'on ressent, à ne jamais rien cacher. Je ne sais plus qui disait « Une famille en bonne santé est une famille qui ne cache rien ». Cet adage est parfaitement juste. Ne jamais rien cacher, ne jamais rien garder pour soi. Garder pour soi, c'est le meilleur moyen de tomber malade par la suite. Et attention, la prévention, ça ne dispense pas d'être malade. D'une part parce que on ne maîtrise rien, et d'autre part parce que il y a des engrammages, des programmations qui sont issues de notre famille, ou qui sont karmiques, et donc dont on va avoir du mal à retrouver l'origine. En tout cas, dont on n'a pas conscience de l'origine tant que la maladie n'est pas déclenchée. Alors évidemment, à cette proposition de vision de la maladie, vous pourriez m'opposer les grandes épidémies, par exemple, et dire que il y a bien un agent externe qui a provoqué ces grandes épidémies. Et je vous renvoie à la phrase de Beauchamp. Lors de ces grandes épidémies, il y avait un contexte, il y avait un terrain. Elles sont jamais arrivées par hasard. Elles sont arrivées sur des populations qui vivaient des conditions difficiles. Les grandes épidémies font suite à des périodes de famine, à des périodes où il y avait des problèmes d'hygiène. Elles n'arrivent jamais sur des populations qui sont bien nourries, dans un environnement hygiénique, salubre, et psychologiquement saine, ou émotionnellement apaisée. Il y a toujours un contexte et un terrain qui permet l'arrivée de ces grandes épidémies. Parce que ce qui est vrai à l'échelle individuelle, l'est aussi à l'échelle collective. Je dis ça que le virus soit naturel ou fabriqué. J'ai dit fabriqué? Ouh là là, ça n'existe pas les virus fabriqués. Pouf! J'ai failli polémiquer là. Je vous invite, pour éviter de créer inutilement des maladies, c'est jamais inutile, mais pour éviter de créer trop de maladies, déjà à respecter le corps, on l'a déjà vu, le corps est un temple, il mérite d'être honoré dans ce qu'on lui fait vivre, honoré dans ce qu'on ingère. Je vous invite aussi à prendre soin de vos émotions, c'est-à-dire à écouter ce qu'elles veulent vous dire, ces informations qu'elles vous donnent sur comment vous êtes en train de vivre une situation, et ces indications qu'elles vous donnent sur les besoins en vous qui ne sont pas nourris. Je vous invite aussi à avoir une hygiène intellectuelle, c'est-à-dire avoir une parole et un comportement impeccable, et ne pas nourrir le mental avec des choses grossières, violentes, mais plutôt aller vers la recherche de la connaissance. Je vous invite aussi à méditer sur l'origine des mots que vous rencontrez, à comprendre qu'ils n'arrivent pas par hasard, et qu'il y a des événements dans votre vie, passés et récents, qui sont à l'origine de ces mots. Et évidemment, je vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur, toujours, à ne jamais rien garder pour vous. Et enfin, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à prendre soin de vous. Belle santé à vous.